Valls, bonsoir. Vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes conseiller municipal d'opposition à la mairie de Barcelone. Vous êtes donc actuellement en Espagne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, les Français ont exprimé une large défiance à l'encontre de la politique de gestion de crise qui a été conduite. Pensez-vous qu'après tout ça, la confiance va revenir? Bonsoir d'abord, merci de votre invitation. La crise de confiance à l'égard des institutions et de la politique en général, cette crise de confiance, elle est profonde. C'est Marcel Gauchet, grand philosophe français, le disait il y a quelques jours, c'est un mal français et qui est connu très directement comme ministre ou Premier ministre, qui ne cesse de s'approfondir avec la crise économique, sociale, morale, politique qui traverse nos sociétés. Et elle est bien sûr, cette confiance à rude épreuve avec cette crise sanitaire que nous connaissons. Mais moi, j'espère tout simplement que les faits parleront d'eux-mêmes et que la France, comme les autres pays qui font face à cette épidémie, s'est trouvé progressivement les moyens de la sortie, du déconfinement, comme on dit, et sera surtout capable d'affronter la crise économique et sociale qui guette, qui va suivre. Ouais. C'est les faits concrets qui permettent de faire reculer cette méfiance et cette crise de confiance. Alors cette émission, c'est une ligne ouverte. Maurice a envoyé une question pour vous, Manuel Valls. Écoutez. Monsieur Valls, bonjour. Voici ma question. Comment expliquez-vous que la popularité du gouvernement français est au plus bas, contrairement à l'Allemagne et à d'autres pays d'Europe? Là, vous me demandez de me transformer en commentateur, en analyste de ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Peut-être parce qu'il y a cette crise de confiance que nous venons d'évoquer. Sans doute parce qu'on attend beaucoup en France, beaucoup plus qu'en Allemagne, qu'en Espagne ou qu'en Israël, de l'État tout-puissant et qui est symbolisé par le président de la République. Et il y a tout cela, ce mélange de crise de confiance et d'attente de l'État. Et donc les débats, les polémiques, les craintes, les peurs des Français alimentent bien sûr cette crise de confiance et cette impopularité ou cette absence de popularité par rapport aux autres pays. Attendons cependant, avant de dresser les bûchers, de désigner les responsables, de critiquer en permanence, parce qu'au fond, aucun gouvernement, aucun État, ou pratiquement, n'était préparé à une telle pandémie. Attendons tout de même les semaines, les mois qui viennent pour voir, pour analyser vraiment ce qui s'est passé, pour malheureusement faire le point sur le nombre de victimes. Elles sont malheureusement trop nombreuses et je pense à nos aînés, mais pas seulement, mais surtout à eux. Oui. C'est une partie symbolique d'une génération qui a été profondément atteinte et notamment dans les EHPAD, dans les résidences de personnes âgées. Oui. Nous aurons le temps de faire les bilans et les Français auront, comme tous les peuples, à se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres et analyser en profondeur comment les dirigeants français, comme les autres, ont fait face à cette crise. Moi, pour ma part, je pense, avec le recul nécessaire, que le président de la République, Emmanuel Macron, que le gouvernement d'Édouard Philippe avait bien sûr des erreurs, des retards, des manques, mais on fait face avec les Français à cette crise. Alors justement, la question des masques, notamment la manière dont l'opinion a vécu la communication gouvernementale, c'est un exemple qui est le plus parlant. Au fond, le gouvernement a largement débordé dans les hésitations, les injonctions paradoxales sur cette question. On va écouter tout de suite un témoignage de Sarah et on en parle après. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et j'habite Clamart. Pour ma part, je pense que le gouvernement français est responsable de la pénurie de masques. En effet, j'ai pris plus d'1 mois à trouver un masque dans une pharmacie en banlieue parisienne. Si le gouvernement nous avait fourni des masques un peu plus tôt, peut-être aurions-nous été confinés un peu moins longtemps. Et vous, pensez-vous que le gouvernement français est responsable de la pénurie de masques ? Alors justement, ce manque de masques, Manuel Valls, c'est vous qui étiez Premier ministre sous François Hollande, le manque d'anticipation de la France pour les masques ne date-t-il pas finalement de cette période? À l'évidence, l'État n'était pas préparé à une telle pandémie. Que répondez-vous aux critiques sur votre gestion des stocks stratégiques de matériel médical du temps où vous étiez au pouvoir? Moi, je pense que toutes les questions sont légitimes et que toute la transparence devrait être faite par la presse, c'est le cas déjà, par les commissions d'enquête du Parlement, par la justice, puisqu'elle est également saisie, et chacun aura à répondre, évidemment, à ces interrogations. Le masque est devenu un peu le symbole, non, de cette crise, en grande partie. Et dans tous les pays, d'ailleurs, il y a des polémiques sur les masques. Il manquait des masques.
Je ne parlerai pas d'Israël, parce que je crois que ce débat a eu lieu aussi, mais c'est le cas en Espagne et bien sûr, puisqu'on m'interroge là-dessus, en France, incontestable. Et notamment, le problème se posait au début de la crise pour l'ensemble des médecins, des soignants, c'est bien d'autres dit, notamment dans les résidences pour les infirmiers. Et la question des masques se pose après, au moment du déconfinement, pour pouvoir l'utiliser dans les transports, dans des espaces clos, peut-être dans l'espace public et dans les lieux où l'on travaille. Il y a eu des doctrines très différentes au cours de cette période, pas seulement des responsables politiques, des scientifiques, des médecins, de l'OMS, sur l'utilité de porter des masques, non pas pour les soignants et les publics les plus exposés, mais notamment dans l'espace public ou dans les transports. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, les responsables politiques aussi ont dû suivre ces différentes, là aussi, positions des scientifiques ou des médecins. Et c'est bien légitime, puisque c'est la première fois que nous faisions face à cette pandémie. Moi, j'étais Premier ministre de 2014 à 2016. Je sais qu'il y avait 750 millions de masques en 2012. Je sais qu'il y en avait 730 millions en 2017. Je sais qu'il y a eu un changement de doctrine à partir de 2011 concernant le stockage des masques stratégiques et la répartition des masques tactiques, notamment pour la population. Ce changement de doctrine a été confirmé en 2013 et mis progressivement en œuvre. Voilà où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous étions prêts à cette pandémie avec cette violence, avec cette force? Non, incontestablement. Mais aucun État, ou pratiquement aucun État, n'était prêt à cela. Est-ce qu'on a suffisamment réagi assez vite au cours des semaines où le virus est apparu, notamment à partir de la Chine, et s'est propagé d'abord en Italie, puis ensuite dans de nombreux pays? C'est une vraie question. Je pense qu'on a perdu du temps. D'ailleurs, le chef de l'État, Emmanuel Macron, l'a dit aussi très bien. Oui, il y a eu des pertes de temps, même s'il y a eu, je crois, la volonté d'aller le plus vite possible. Donc, il y a eu incontestablement des ratés, des dysfonctionnements, des changements de doctrine concernant le port des masques, le stockage, et plus que le stockage, le suivi de ce stockage. L'exemple qui était donné dans votre émission il y a quelques minutes concernant des stockages qui étaient d'abord périmés et ensuite qui ne l'étaient plus, montre bien que là, il y avait incontestablement un problème. En tout cas, vous avez applaudi tous les soirs sur Twitter le personnel soignant. Même en Espagne, la France n'est jamais loin de vous, Manuel Valls. Mais en Espagne, c'est le premier pays ici, il y a une tradition d'applaudissements, d'ailleurs plus importante. Vous savez, même quand les gens rentrent dans un lieu de culte pour leur dernier voyage, et ces cercueils ou au moment des attentats de l'ETA, les gens applaudissent beaucoup ici. Et cette manifestation d'applaudir depuis les balcons le personnel soignant, mais aussi les livreurs, les forces de l'ordre et de sécurité, tous ceux qui nous aidaient à vivre, évidemment, tout le secteur agroalimentaire, c'est venu d'Espagne, donc on applaudit ici beaucoup. Donc j'applaudis les personnels soignants de tous les pays qui nous aident bien évidemment à affronter cette crise. Ce sont les premiers tranchés, et oui, il faut être avec eux et il faut les remercier. Comment vous avez perçu l'attitude des Français pendant cette crise? Le confinement a été respecté, nous avons assisté à de nombreux élans de solidarité. Les Français ont su finalement contrôler cette âme révolutionnaire. C'est dû à quoi, à votre avis? La peur? Oui, mais en même temps une discipline collective, tout simplement forgée par le fait que les personnes étaient conscientes que ce qui se passait était grave. On voit d'ailleurs dans toutes les courbes qui analysent l'opinion, à partir d'un moment notamment autour du 10-12 mars, on s'est rendu compte partout, c'est le cas bien sûr en Espagne aussi, que c'était une affaire sérieuse. Non seulement parce que les hôpitaux commencent à être saturés, notamment les services de réanimation, mais que nos aînés, nos parents, nos grands-parents étaient d'abord concernés, qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Les gens ont énormément suivi, consommé la télévision, l'information, les réseaux sociaux, et les peuples méditerranéens qui étaient particulièrement touchés, c'est vrai en Italie, c'est vrai en France, c'est vrai en Espagne, ont été très disciplinés. On met toujours l'accent sur ce qui ne va pas, mais il y a eu une discipline collective, et grâce à cette discipline collective, grâce à cette responsabilité collective et individuelle de chacun, eh bien, on a pu résister, faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas débordés, et on a ainsi aussi sauvé sans aucun doute
des milliers de vies. Et cette discipline est encore plus nécessaire pour sortir de la crise et pour réussir le déconfinement. Oui. Alors, vous étiez Premier ministre pendant les grands attentats en France, notamment Charlie Hebdo, l'Hypercacher ou bien le Bataclan. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire, elle est aussi difficile à gérer que des attaques terroristes ? Elle est peut-être même plus difficile à gérer. Les attentats, c'est évidemment effrayant, et m'exprimant sur votre antenne, pensant à ce qui peut se passer en Israël aussi. Les peuples, d'ailleurs, font preuve d'une certaine résilience, sont prêts. Le peuple israélien a affronté, y compris cette crise sanitaire, de moindre ampleur. Il est vrai qu'en Europe, mais avec l'expérience déjà de la résilience et de la discipline. Mais c'est différent parce que là, l'ennemi, on a parlé de guerre, moi je crois qu'on a eu raison de mobiliser les gens autour de cette notion de guerre. L'ennemi est invisible, il s'est répandu sur tout le territoire, sur toute la population. C'est un phénomène mondial, alors on peut l'apparenter à une guerre, à une attaque terroriste, mais on voit bien aussi que c'est différent. Et donc c'est sans doute plus difficile à combattre, notamment à cause de ses conséquences économiques et sociales. Quand il y a des attentats terroristes, quand y compris il y a une guerre, les gens sortent, les gens ne restent pas terrés chez eux, sinon pendant un moment, quand il y a des bombes, quand il y a des scuds, quand il y a des roquettes, c'est le cas en Israël. Mais la vie continue, l'économie continue. Il peut y avoir des effets en matière de tourisme, c'était le cas à Paris après les attentats de 2015 et 2016, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Là, on voit bien qu'il y a à la fois la crise sanitaire et ensuite la crise économique et sociale d'une brutalité incroyable, jamais vue, qui se profile, en plus partout dans le monde. Donc c'est particulièrement difficile à affronter parce que ça va être long et difficile, même si ceux qui gouvernent, ceux et celles qui gouvernent, sont confrontés bien sûr à des défis tout à fait considérables et aux défis au fond que vous évoquiez, informer et admettre qu'il y a eu des failles, mais informer, continuer le combat et préparer les pays et les peuples aux nouvelles étapes qui vont surgir. Donc c'est différent par son ampleur. Alors on évoque un remaniement ministériel après la crise du Covid, un gouvernement qui réunirait des personnalités majeures de la droite et de la gauche française. Faut-il s'attendre à cette crise politique une fois cette crise sanitaire endiguée? Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir par le biais d'un gouvernement de concorde? Et allez-vous faire partie de ce gouvernement, Manuel Valls? Je vais bien sûr vous répondre oui ce soir sur votre antenne. Écoutez, moi je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça, notamment de casting. Et je ne le dis pas par langue de bois, mais par une sincérité profonde. Je suis très inquiet, moi, des conséquences de cette crise sanitaire. Et donc des conséquences économiques et sociales. Moi, je pense que l'Europe est à la croisée de chemin. Elle peut réussir comme elle peut se casser à l'occasion de cette crise et disparaître. Nos démocraties peuvent être atteintes profondément par des mouvements populistes qui s'emparent une nouvelle fois avec force de cette crise de confiance que vous évoquez. Donc je suis très inquiet de l'ampleur, y compris quand on analyse les chiffres. La chute du PIB, l'augmentation du chômage, quand on va sortir des dispositifs tout à fait remarquables que la France a mis en œuvre concernant le chômage partiel, ça concerne 10 millions de salariés, c'est tout à fait extraordinaire. L'État-providence, l'État jacobin qu'on critique autant, a servi pendant toute cette période et sert encore à atténuer les effets de la première phase de la crise économique. Nos hôpitaux ont résisté, je le disais tout à l'heure, mais on voit bien que derrière, les sommes d'argent public considérables qu'il faut mettre, qu'il faut injecter dans l'économie pour sauver des entreprises, et pas que des petites entreprises, pas que les indépendants, mais Renault, Peugeot, Air France, des grandes boîtes, Airbus, qui sont confrontés à cette crise. Donc je vois bien derrière les conséquences économiques et sociales. Donc ce qui me paraît important, c'est d'être lucide sur la profondeur de cette crise et de définir la stratégie. Et c'est vrai pour tous les pays, autour de quelques grands axes, la santé, la souveraineté industrielle pour l'Europe et pour la France, la souveraineté alimentaire, la solidarité, parce qu'il va y avoir beaucoup de pauvreté, la lutte contre les inégalités, l'école. Donc autour de quelques grandes priorités, et à ce moment-là, il faut l'unité nationale. Oui. Et quand tout cela sera admis, eh bien, on verra ceux et celles qui participeront à ce travail. Mais c'est presque indécent qu'il y ait des noms et qu'on parle de personnes quand d'abord on n'a pas terminé avec la crise sanitaire et que se profile un bouleversement aussi profond. Merci beaucoup Manuel Valls d'être intervenu sur notre antenne ce soir sur i24.